Il fait toujours nuit. Une nuit noire. Une nuit terriblement noire. Une nuit étrangement noire. La lune apeurée s'était cachée de l'autre côté de la terre. Dans un village du Diri, cette nuit terriblement noire avait fait taire la raison, fait étouffer les éclats de rire, les contes chantés et dansés, au cours desquels les liens se tissaient dans les jeux d'allusion et d'illusion, de la vie et de la mort. Par cette nuit terriblement noire, dans ce village du Diri, une jeune fille nommée Fatungouille se trouvait assise dans la cour de la maison familiale, à côté de la chambre de sa mère, quand une ombre noire se glissa subrepticement vers elle. « Qui est là ?» chuchota-t-elle en frissonnant. « C'est moi, dit une voix dans un souffle. Fatungouille crut reconnaître la voix. « C'est toi, Momdioum ?»« Oui, c'est moi, chuchota à nouveau la voix. Diatou Sen, la mère de Fatungouille, qui se trouvait non loin de là, demanda elle aussi avec inquiétude. « Qui est là ?»« C'est moi, Momdioum, répondit plus clairement la voix qui, tout à l'heure, avait parlé presque dans un souffle. « Ah, bonsoir, Mom. Tu as marché la nuit ?» dit Fatungouille. « Comment va ta mère et ton père ?» enchaîna Diatou Sen, la mère de Fatungouille, quand elle reconnut Momdioum, la fille de leur voisin et alliée depuis tant de générations. La mère disait « Ton parent le plus proche, c'est ton voisin. Dans n'importe quel pays où tu arrives, salue d'abord tes voisins. Tisse des liens avec tes voisins. Ce sont des parents. Le jour où il t'arrivera quelque chose, ce sont tes voisins qui seront les premiers à être informés et les premiers à arriver ou les premiers à venir à ton secours. Dans cette conception du voisinage, les liens tissés furent plus que denses. Des mariages, des querelles, des haines, des amours impossibles liaient des voisins pendant toute une vie. C'était par rapport à ses voisins qu'on voulait réussir. C'était par rapport à ses voisins qu'on voulait que son enfant devienne quelqu'un. Dans les villages du Diri surtout, dès que le fils du voisin d'en face avait pu passer de l'autre côté des montagnes vers Naples, Florence, Milano, il fallait que le fils du voisin d'à côté aussi prépare le grand voyage. Et si le fils d'un voisin revenait avec des habits différents, un poste radio pour sa mère, un poste téléviseur pour la maison, de l'argent pour construire ou pour se marier, tout était mis en œuvre pour que le fils de l'autre voisin aussi en fasse de même. Cela ne marchait pas toujours et que n'entendait-on pas? Quoi? Tu ne peux pas faire comme lui? Tu n'as pas vu ce qu'il a ramené? Tu n'as pas vu la chambre de sa mère? Il lui a acheté un lit en nickel, une armoire à triple battant. Et toi, tu es là à dire que ce n'est pas facile d'obtenir le visa. Tu es un incapable. Tu ne vaux rien. Si tu valais quelque chose, tu serais en train de tout faire pour partir. On pouvait ainsi imaginer et comprendre le nombre de jeunes qui avaient bravé les renouvellements à l'aéroport, les expulsions et autres traumatismes à cause du voisin. Le problème des immigrés n'était pas aussi simple. Ce n'était pas seulement pour le travail au noir, les frustrations, le racisme violent et bête, le fromage, le pain et les filles de là-bas. Il y avait aussi un problème de voisins. Le pire était dans les pays devenus musulmans où la confusion entre la tradition, les coutumes et la religion importée n'était pas encore démêlée. Surtout à la période où chaque père de famille, de plus en plus chaque mère de famille se demandait pour trouver un mouton à sacrifier le jour de la Tabaski, l'Aïd el-Kabir. Ce sacrifice symbolique en commémoration du sacrifice qu'Abraham voulait faire de son fils Ismaïl, en témoignage de sa foi en Dieu, était devenu dans certains pays musulmans du continent l'occasion de compétitions qui pouvaient parfois mener à des catastrophes. Dès que le fils du voisin promenait exprès le mouton déjà acheté, on ne savait comment parfois, ou le lavait devant le portail de leur maison si ce n'était pratiquement dans la rue. Les enfants de la maison d'à côté exigeaient de leurs parents un mouton tout aussi gros, tout aussi beau, sinon plus beau et plus gros. Et ainsi, le mouton pour la Tabaski pouvait mener les gens à la faillite, au vol, au crime même. Abraham en avait-il fait autant? Maintenant, à l'annonce d'une arrivée, Fatungouille ne s'apprêtait plus. Avant, elle se faisait faire de beaux habits, changeait les draps de lit, se faisait coiffer, se tatouait les gencives, apprêtait du linge intime pour les nuits fiévreuses
Et au bout du compte, le mari attendu et désiré ne venait pas. Les familles respectives commençaient à s'inquiéter. Fatungui, quant à elle, savait depuis bien longtemps que le jeune homme ne viendrait pas de sitôt. Il n'envoyait plus régulièrement ni argent ni chaussures. Plus personne ne venait non plus donner de ses nouvelles, à part qu'il allait bien. Et que disait-il? Ne venait-il donc pas? Les réponses étaient évasives et même douteuses. Comment dire à Fatungui et aux deux familles respectives que Morlo, qui avait épousé Fatungui par correspondance, ne viendrait plus, du moins pas de sitôt? Comment leur dire la vérité? C'était quoi cette vérité? C'était quoi la vérité? Dites toujours, c'était mieux. Non, il y avait des choses qu'on ne pouvait pas dire. C'était trop pénible. Mais c'était déjà pénible. Alors, dites toujours. Bon, voilà. Morlo était marié à une autre femme, une femme de là-bas. Bien sûr, il ne lui avait pas dit qu'il était marié au pays. Il l'avait rencontré dans ces moments de détresse terrible que rencontraient les candidats à l'aventure. La faim, le froid, l'épée de Damoclès du contrôle des papiers, les expulsions sauvages. Cette femme lui avait d'abord proposé soupe chaude, gîte amélioré et plus tard des papiers en lui demandant de l'épouser. Et voilà, Morlo était piégé comme la plupart d'entre eux. Avant, on parlait de mariage blanc pour avoir des papiers et cela était facile quand on avait des amis au parti communiste. Maintenant, les mariages blancs se négociaient. Il y avait un tarif par pays. Parfois, il y avait un chantage ignoble et le faux mari était obligé de payer une pension à une femme qu'il n'avait pas consommée. Non, on ne pouvait pas dire cela aux parents de Morlo et aux parents de Fatungui ni à Fatungui elle-même. Mais Fatungui, sans connaître tous ces détails, sentait que Morlo ne serait pas son mari. On susurrait dans le village qu'il fallait annuler le mariage et qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre. Et pourtant que de jeunes filles de nos jours, surtout dans les régions, n'attendaient que celui qui était en Italie, aux États-Unis, en France pour se marier. Mais Fatungui avait sa radio qui marchait tout le temps et lui tenait compagnie. Par elle, elle avait appris qu'en Italie, pays où se trouvait Morlo, le mari fantôme, il y avait eu un refoulement de bateaux transportant des centaines d'Albanais et que dans cette même Italie habitait le pape de catholique. Il était vieux, souvent malade, mais aimait les voyages. Il priait aussi matin et soir pour assister au jubilé de l'an 2000. Il pouvait aussi prier pour les femmes, les enfants et les vieux de la Tchétchénie, bombardés devant le reste du monde entier, s'apprêtant à célébrer avec faste l'entrée dans le nouveau millénaire. Qu'avait fait Sam de sa grande gueule et de ses dictats? Par sa radio, elle avait aussi entendu le nouveau décret qui décrétait que les fous qui y raisonnaient soient tous tués sur l'étendue du territoire, ainsi que les fous qui ne raisonnaient pas. Ce décret était différent des autres. C'était la première fois qu'un décret prescrivait qu'on tuât des gens, même si on les prenait pour des fous qui raisonnaient ou qui ne raisonnaient pas. Pitié au moins pour les pauvres fous qui avaient cessé de raisonner. Chacun avait un fou dans sa famille, qu'il raisonne ou pas. N'étions-nous pas nous-mêmes pris parfois pour des fous avec raison ou sans raison? Le peuple de ce pays avait été tellement malmené par des décrets, des décisions, des dispositions, que les cerveaux ramollis ne réagissaient pas, donc ne fonctionnaient plus. Mais dans ce pays, c'était admis depuis longtemps que seul le timonier avait un cerveau qui fonctionnait et lui seul pouvait et devait prendre les décisions. Il disait qu'il était inspiré par un ange qui descendait du ciel la nuit quand il dormait et l'ange le réveillait pour lui faire des révélations et lui donner des instructions de la part du bon Dieu. Ce n'était pas possible. Le bon Dieu ne pouvait pas inspirer le timonier. Sinon, le timonier ne serait pas aussi... Pardon? Vous voulez dire quelque chose au sujet du timonier? Il était trop beau. Ah, c'est bien. Pourtant, cette fois-ci, le timonier était acculé dans la décision relative au décret. Il n'avait pas le choix. Il cherchait des fous qui raisonnaient. Ou c'était lui ou c'était eux. Alors, qui était fou? Éliminer ces fous qui raisonnaient.